Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle il ne va pas y avoir de chichi, pas de blabla. Je vais vous dire clairement la différence entre un joueur du top niveau mondial, on va dire même un grand maître, parce qu'on va peut-être pas aller au top niveau mondial, ça va faire prétentieux, vous allez pas aimer. Donc vraiment un bon grand maître et un maître international ou un joueur un petit peu en dessous. Donc je dis pas que, attention, je fais pas de... Voilà, c'est pas pour critiquer ni quoi, mais la différence, vous allez la voir techniquement. Dans cette position, un maître international commente et dit que D5 est possible. Cette même position, vous la montrez à Magnus Carlsen, il vous dit non, pas D5, D prend E5. Alors lui il va vous le dire du tac au tac. Nous, on a besoin de beaucoup plus de temps pour comprendre pourquoi il nous dit ça. Donc là, je vous le dis, il y a pas de blabla, c'est que du concret. Pourquoi Magnus Carlsen jouerait D prend E5 et pourquoi un maître international jouerait la plupart du temps D5? Pour une raison fondamentale que je veux vous apprendre et qu'il faut maîtriser absolument parce que c'est une base, mais alors extrêmement importante du jeu d'échecs. La transposition ou la transition entre entre une phase de milieu de partie et une finale. Faut-il, oui ou non, rentrer en finale? Eh bien, cette question-là, je peux vous assurer que 90% des joueurs ne savent pas véritablement si oui ou non, il vaut mieux continuer la partie en milieu de partie ou rentrer en finale. 90% des joueurs ne savent pas. Même des 2200 ne savent pas. Parce que tout simplement, les finales, c'est très compliqué. C'est un domaine du jeu très compliqué où la moindre imprécision peut vous coûter cher. Et donc, concrètement, est-ce qu'on est sûr d'avoir un avantage suffisant en finale pour gagner, oui ou non? C'est cette question-là qui est la plus importante. Je me rappelle d'avoir vu une vidéo de deux grands maîtres autour de 2700 qui jouaient, 2650, 2700, donc on va dire en gros dans le top 100 mondial, et les deux grands maîtres, ils jouaient leur partie et ils rentrent en finale. Et là, il y avait une armada de joueurs à 2200, 2000, 2100, 2200, qui se demandaient ce que donnait la finale. Eh bien, évidemment, le grand maître qui opte pour la rentrée en finale gagne. Après un combat acharné en finale, certes, mais il gagne. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa finale est gagnante. Parce qu'il sait que sa finale est gagnante, parce qu'il a analysé toutes les variantes possibles dans cette finale et qu'il n'a pas trouvé de défense pour l'adversaire. Ça implique un pouvoir de calcul énorme. Mais est-ce vraiment si, on va dire, compliqué pour un joueur amateur de pouvoir définir dans une position donnée s'il faut ou non rentrer en finale? Eh bien là, j'ai un exemple concret devant vos yeux où un maître international, futur grand maître féminin, va dire que D5 est jouable. Alors que D5, c'est une erreur. C'est une imprécision. D5 donne la nulle à l'adversaire, tout simplement. Alors que le coup D prend E5 gagne. Pourquoi? Allez, on va voir ça tout de suite. D5. Bon, on voit tout de suite ce qui se passe. On échange tout. Fou prend, allez, on échange tout le matériel. Cavalier prend, fou prend, tour prend. Et là, on rentre dans une finale. Bon, alors certes, les blancs ont gagné un pion, mais je pense que tout le monde a vu que ce pion-là est en prise. Il y a la possibilité aussi de pousser ici. Donc il y a encore deux idées. Ces deux idées-là, des maîtres vont les analyser de fond en comble. Un grand maître, il va voir tout de suite le meilleur des deux coups. Et en l'occurrence, les deux coups sont à peu près équivalents. Ça change pas. En fait, ça change pas grand-chose. Honnêtement, ça change pas grand-chose. Tour prend, tour prend. Tour prend. Mince. Tour prend. Voilà. Tour C5. Tour C2. Alors, tour C2, le logiciel donne tour B1. Je pense qu'on va même pas l'analyser. Tour C2. On a une défense du pion. Mais une défense passive. D'un autre côté, on a cette fameuse deuxième rangée. Alors moi, je vous pose la question tout de suite et sans aucun calcul. Est-ce que les noirs gagnent, oui ou non? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et on rentre dans le vif du sujet. Concrètement, c'est quoi votre plan pour gagner cette partie avec les noirs? Allez-y. Il n'y a pas des millions d'idées possibles. Moi, j'en vois une qui a l'air intéressante. Je pense que vous allez la voir aussi.
Donc, l'idée, je dis bien c'est une idée, c'est un plan de jeu, c'est de jouer avec les blancs. Les blancs vont tenter, peuvent pas vraiment obtenir d'avantage ici, donc peut-être tour C6. Les noirs, comment ils jouent? Donc là, quand je vous demande de regarder, c'est avec les noirs, évidemment, vu que j'ai mis l'échiquier du côté noir. Comment est-ce qu'ils jouent les noirs? Quel est leur plan pour avancer? La tour. Contrôle. Le roi, est-ce qu'il peut avancer? Est-ce qu'il peut aller chercher des pions? Il peut pas. Il peut pas. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? C3, j'en parle même pas, ça vaut même pas la peine d'en parler. Peut-être G5. Mais est-ce que ces coups-là peuvent gagner? Honnêtement, est-ce que le plan peut gagner? Ça se voit tout de suite, on le voit tout de suite que non. On peut pas gagner. Parce que même si la tour n'est pas en C6, admettons que la tour elle reste là. Roi H1, admettons. Et même là, comment est-ce que vous gagnez? G5. C'est un superbe coup, bravo, félicitations. Alors là, je peux jouer par exemple, je peux même me permettre de faire pion prend, hop là. Et là, les noirs sont tout contents et se disent qu'ils vont pouvoir, attendez, je vais mettre la flèche, voilà, venir ici. Alors créer peut-être des menaces de mat, ici ou encore ici. Venir ici soutenir leur pion qui pourra peut-être aller à dame, hein. Le pion qui pourra être poussé. Mais honnêtement, est-ce que ça peut gagner? Je pense que n'importe quel joueur peut voir que ça ne gagnera pas. Pourquoi ça ne gagnera pas? Tout simplement parce que vous, tous les efforts que vous allez faire pour passer ce fameux pion C4 à promotion, parce qu'il est déjà passé, mais pour le faire aller à promotion, eh bien, les blancs, ils ont une contre-attaque tout aussi forte, qui est la poussée de leur pion E. Et le grand maître, il fait ça, et il le voit. Il voit que ça ne gagnera pas. Il ne le jouera pas. Ou alors il le jouera si cette position lui donne le maximum de chances de gain. Par exemple sur une gaffe adverse. Mais en tout cas, il ne le jouera pas, il ne passera pas en finale, parce que c'est une évidence que cette finale-là, on ne peut pas la gagner. Les blancs ont une menace, le roi doit rester ici, il est bloqué ici. Il n'y a pas de gain possible. La tour est passive. Elle contrôle la deuxième, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Les blancs s'en foutent que la tour contrôle la deuxième. Ils joueront roi G1, roi H1, roi G1, roi H1. On ne peut pas avancer. C'est pas possible. Il n'y a pas de plan de gain ici. Et même si ici, admettons que on va jouer encore un coup de roi, on va essayer de voir, allez. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez. Je vais vous montrer, vous allez voir avec les flèches, ça va être très facilement compréhensible. Toute menace instaurée dans une position égale, par les pièces noires ou par les pièces blanches, peu importe, doit se voir répondre une menace équivalente du côté adverse. C'est-à-dire que là, on a passé le pion F, très bien, mais les blancs ont passé le pion H. Donc je le répète, ça, un grand maître, il le voit en une fraction de seconde, et il sait que dans la position ci contre, la poussée D5, donc échanger ce pion contre celui-là, c'est pas une bonne affaire. Parce que la tour, on va certainement échanger une paire de tours déjà, sera finalement relativement passive, même si elle contrôle la deuxième rangée. Donc ça va pas. On ne doit pas transposer dans une finale de tours. Non, il faut jouer D prend. Et pourquoi D prend est meilleur? F prend. Je pense que là c'est clair que c'est le meilleur coup. Et maintenant, vous avez vu que le plan au départ c'était de pousser ici et de passer avec le roi. C'était ça l'idée. Est-ce que là, on ne peut pas avoir une idée qui ressemble à celle-ci? Est-ce qu'on n'a pas d'autres menaces? Est-ce qu'on n'a pas d'autres coups, par exemple, qui pourraient menacer plusieurs choses? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue tour B3, on joue G5, qu'est-ce qu'on fait? Tour B3, on va regarder ce coup. Menace, une menace de débutant, on est d'accord. Le cavalier C3. Certes, est-ce que ce coup est utile dans cette position? Est-ce qu'il est vraiment utile? Tour C2 par exemple, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le cavalier est protégé par la tour, il est attaqué par l'autre tour,
On a le clouage, mais qui ne sert plus vraiment, vu que de toute façon c'est protégé ici. Comment est-ce qu'on exploite cette position? En fait, tour B3, ça ne change pas grand-chose à la position, tant que les noirs adoptent le bon plan, qui est évidemment de passer le roi. Il va falloir, dans cette position, rentrer en finale uniquement si on peut passer le roi, et si le roi peut venir ici menacer des choses. Sinon, la finale sera égale, et il ne sera pas possible de la gagner, sauf grosse erreur adverse. Donc G5. G5. On ouvre le chemin au roi. Voilà. Il va pouvoir passer. On offre des cases au cavalier aussi, par la même occasion. Le contrôle ici est suffisant. C'est une case très importante. Dûment disputée d'ailleurs, par les pièces mineures. D'accord, donc maintenant qu'on voit ces idées-là, maintenant qu'on voit que, en plus de cette idée de passer, on a exploité un autre élément de la position. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Et ça sera quasiment systématiquement le cas lorsque vous adopterez le bon plan. Vous menacez un gain matériel, tout simplement. Donc si vous ne savez pas trop pour quel coup opter, c'est déjà une clé. Essayez de voir s'il n'y a pas un plan qui vous permet en plus de menacer un gain matériel. Et là, ça sera le bouquet. Ça sera très certainement la meilleure option. Pas tout le temps, mais très certainement, dans la majorité des cas, ça sera la meilleure option. Et oui, parce que cavalier G6 menace ni plus ni moins que la prise ici. On a un pion faible ici. Or, ce pion faible, dans cette position-ci, je vais revenir un petit peu en arrière, vous allez voir que c'était un avantage. Dans la position avec D5. Puisque sur D5, ce pion, il est passé. Là, la couleur, elle est verte. Tout à l'heure, la couleur, elle était rouge. Là, elle est verte. Alors, l'avantage de prendre en E5, c'est qu'on crée une faiblesse adverse, et non un pion passé adverse. En plus du fait de rentrer en finale. D'où la question, est-ce qu'il vaut mieux rentrer en finale avec D5 et échanger le pion D6 contre le pion B2, tout en gardant cette excellente chaîne de pions pour les blancs, ou alors vaut-il mieux rester dans la partie, créer une faiblesse adverse et tenter de l'exploiter avec le maximum de pièces en jeu? À votre avis, vu comme ça, vous répondriez quoi? Je pense que tout le monde répondrait, il vaut mieux exploiter la faiblesse adverse avec le maximum de pièces. Alors on crée une faiblesse. C'est le premier coup. La faiblesse est créée, elle est là. Paf. Eh bien, au deuxième coup, on peut jouer par exemple tour B3, hein, c'est pas mauvais comme coup. Mais après tour C2, hop, tout de suite, G5, on exploite. La menace, elle est forte. Et la menace, elle doit donner raison au noir. Donc il faut l'exploiter de la bonne façon. Cavalier E2. Cavalier E2. Quelle est la menace de ce coup? Maintenant, si on fait cavalier G6, qu'est-ce qui se passe? Cavalier D4. Et là, vous voyez que ce fou protège ce pion. Mais ce fou va tomber. En plus, le cavalier attaque la tour, donc on est obligé de bouger la tour tout de suite. Donc là, les blancs prennent l'initiative. Et ça, c'est une autre très très grande leçon du jeu d'échecs. Ne jamais laisser l'adversaire prendre l'initiative. Parce que si vous le laissez prendre l'initiative, il parviendra à égaliser. Dans la plupart des cas. Parce qu'il pourra trouver un plan qui vous embêtera, il va jouer sur des menaces. Et à terme, s'il joue correctement, et vous lui laissez la possibilité de le faire, en lui laissant l'initiative, il parviendra à égaliser. Dans la plupart des cas. Donc, cavalier D4 est possible. On ne doit pas donner à ce cavalier la possibilité de créer autant de menaces. Donc on va jouer nous-mêmes de façon active. Comment? Qu'est-ce qu'on peut jouer? Cavalier G6 ne va pas. Il y a cavalier D4 qui attaque la tour. Et on perd notre activité au niveau des pièces, et c'est l'adversaire qui gagne un temps. Alors maintenant on va calculer une variante. Là c'est ce que je viens de faire, et je vais vous la montrer. Je vois tour E3. Attaque immédiate du pion en E5. Et je vous avais dit que quand on hésitait, parce que là j'ai hésité entre deux coups, j'ai hésité entre le coup ici, tour D3, qui me semblait bien pour empêcher justement
l'avenue du cavalier ici, ou tour E3. Et je ne savais pas quel coup choisir. Je ne le savais pas. Je ne peux pas tout calculer, je ne peux pas tout voir, je suis qu'un être humain. Je ne savais pas quel coup choisir. Pourquoi est-ce que j'ai choisi tour E3? Eh bien, pour la même raison que ce que je viens de vous dire à l'instant, parce que tour E3 menace un gain matériel. Et donc, quand on menace un gain matériel, on est à peu près sûr que c'est le meilleur coup. Donc, tour E3. Menace sur E5. Cavalier D4 ne donne plus rien maintenant. Pourquoi? Déjà, je vais vous montrer quelque chose. Sur tour prend. Cavalier prend E6. Tour prend E6. Tour prend C4. Et que donne tour E2? Eh bien, ceux qui ont vu la poussée du pion en B4 ont tout à fait compris ce que je voulais dire. L'activité des pièces. Et là, du coup, ce sont les blancs qui gagnent un temps parce que non seulement ils protègent leur pion deux fois avec les deux tours, mais en plus, ce pion, il poursuit son chemin logique qui est d'aller à promotion. Et donc on pourra très rapidement pousser sur cette case-là en B5 et on voit que l'appui du fou n'est pas négligeable ici et qu'il va d'ailleurs retirer les deux cases du cavalier qui sont ici et ici notamment. Et donc ça va être très problématique de gérer ce problème. Donc encore une fois, un grand maître, dans ce type de position, il sait immédiatement si c'est intéressant de jouer tel ou tel coup, parce qu'il comprend la position. Et parce qu'il est capable de calculer aussi assez loin. Donc ce plan-là ne va pas. Mais que se passerait-il si on jouait par exemple tour B6 ici? Eh bien toujours B4. Et donc la réponse blanche est suffisante. Ce plan-là est mauvais. Donc après cavalier D4, qu'est-ce qu'on joue? On va menacer un gain matériel. Ce pion-là est faible. Il est faible ce pion-là. On n'arrive pas à le protéger. Il est attaqué par la tour et on n'arrive pas à le protéger. Ici ça va s'échanger et... Attendez, je vais changer... Voilà. Ici ça va s'échanger et la protection ne sera plus suffisante sur ce pion. D'un autre côté, si on regarde toute la position, on constate qu'il y a un clouage. On constate également qu'une de nos tours contrôle cette troisième rangée qui est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que le pion peut arriver sur la troisième rangée. Et là, on exploite à fond la position. On crée des menaces, on menace des gains matériels. On menace de prendre ici notamment. Faiblesse. On menace d'échanger ici, on menace beaucoup de choses. Si on fait fou à 2, effectivement, admettons, je vais faire exprès de jouer un mauvais coup de roi. Sur fou à 2, qu'est-ce qui se passe? Admettons, tour à 1, je fais exprès de jouer le mauvais coup parce que, de toute façon, il n'y a pas spécialement de très bons coups, mais je fais exprès de jouer un mauvais coup pour que vous voyez très bien. Tour prend, pion prend. Et là, vous pouvez me dire, oh, mais il y a tour prend. Ah ouais, mais sur tour prend, il y a dame. Parce qu'on a obtenu une position active, parce qu'on a obtenu des menaces sérieuses, on a gagné cette partie. Donc effectivement, ici, on peut se demander si B4 ne peut pas être joué. Bien sûr qu'il peut être joué. Mais qu'est-ce qui a changé dans cette position? Si tour prend E5, on a gagné un pion, certes. Mais ici, tour prend C3. Donc, avec la position très forte du cavalier, le pion qui va être poussé, le fou qui contrôle la diagonale, les tours qui contrôlent ces deux colonnes, je pense que c'est très compliqué de continuer cette partie. Donc, on ne peut pas gagner ce pion-là. Comment est-ce qu'on joue autrement? On voit que la tour a un rôle de défense du pion en C3. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette tour qui n'a qu'un rôle défensif sur une troisième rangée puisse exercer une certaine attaque, un certain contrôle du jeu, on va dire, contrôle de la position. Tour D3.
on active cette tour, on l'active, et on menace encore une fois un gain matériel. Donc, cavalier prend E6, gagne un temps pour les blancs. Pourquoi ne le jouerait-il pas? Oui, ça gagne un temps, certes, mais maintenant, regardez. C'est le roi qui attaque ce pion. Et là, les noirs ont tiré la corde vers eux, et cette fois-ci, il semble très compliqué pour les blancs de s'en sortir. Parce qu'il y a des menaces. B5, c'est le plan logique, c'est le plan de cette position, pousser le pion et le soutenir suffisamment pour pouvoir aller menacer dame. On voit que, d'ailleurs, ces deux cases-là sont encore contrôlées par le fou, et donc ne sont pas accessibles pour le cavalier, ce qui est un petit peu gênant. Ce qui est un petit peu gênant puisque ce fou est très puissant. Alors comment est-ce qu'on fait pour retirer toute la puissance de ce fou? Cavalier D5. Cavalier D5, ici c'est le coup positionnel par excellence. Pourquoi? Le cavalier protège ce pion. Par conséquent, la tour est libre. La tour en D3, elle est libre d'avancer, par exemple. En D2, il y a plein de possibilités qui sont possibles là-dessus. Alors, évidemment, il y a aussi une autre menace ici avec le cavalier en D5, c'est de jouer tout simplement cavalier E3 avec des sérieuses menaces quand même dans cette position. Puisque la tour doit partir, le pion peut être poussé en attaquant encore une fois une tour. Donc là, on gagne des temps, énormément de temps, et on menace en plus très fortement l'arrivée de la tour en D1 et de forcer l'échange des tours et puis de faire dame derrière, en reprenant avec le pion. Donc voilà, là on a vraiment des très sérieuses menaces. Cavalier D5, pour ma part, je pense que fou prend D5 est un coup logique. Et donc on aurait supprimé ce fou-là qui contrôlait une très belle diagonale. Il n'a plus aucun contrôle. C'est terminé. Et là, on a toujours conservé notre menace sur ce pion en E5. La tour ici a un rôle défensif très restreint. Elle doit empêcher ce pion-là, elle doit empêcher l'avance de ce pion-là. En tout cas, elle doit le bloquer au moins. Elle doit le bloquer sur cette troisième rangée. Ne pas le laisser avancer. Et que se passerait-il? Par exemple, si les blancs tentaient de capturer le pion par tour B3. Alors moi je pense tout de suite à un coup, ce qui est certainement pas le meilleur. Si roi prend, qu'est-ce qui se passe? Une tour prend, peu importe laquelle. Tour prend, tour prend, tour prend. Est-ce que ça gagne? Est-ce que vous pensez pouvoir gagner cette finale avec les noirs? Eh bien je vais vous dire que l'ordinateur me dit oui, mais moi j'en suis pas certain. Pour moi, il y a encore possibilité de défendre pour les blancs. Parce que pour moi, une fois que le roi sera par exemple ici, et que la tour sera venue ici, qu'elle pourra contrôler ici, ça va pas être évident. Ça va pas être évident de gagner. Pas du tout. Sur la poussée, on n'échangera pas. On essaiera de garder un pion ici. Et pour moi, cette position, même si je ne suis pas encore sûr, je ne suis pas sûr et certain que ça ne gagne pas dans tous les cas, quoi qu'il en soit, elle va être difficile à gagner. Donc moi, je ne jouerai même pas comme ça. Moi ici, finalement, je opterai pour le coup roi C5. Pourquoi? Encore une fois, parce que ce coup menace un gain matériel immédiat. Voilà. Et on gagne un temps. En plaçant super bien le roi, qui lui-même s'occupera maintenant de la défense de ce pion. Et on pose une question à l'adversaire. On lui dit c'est simple, soit tu gardes ta tour sur la colonne B et ton pion est protégé, ta tour continue à protéger ton pion, soit tu veux garder une double attaque sur le pion en C3, et dans ce cas-là, moi je récupère en B5, ma tour pourra venir rapidement en E5, prendre l'autre pion, et j'aurai une position avec deux pions d'avance et complètement gagnante. L'ordinateur donne tour BB2. Le pion est cloué, évidemment. Vous le voyez, on ne peut pas prendre ici. Alors c'est pour empêcher tour D2, je suppose. Et effectivement, ça semble pas être le plus mauvais coup. Maintenant, on va réfléchir à une chose parce qu'il faut toujours l'envisager. Il faut toujours l'envisager. Que se passerait-il sur la prise? Vous voyez, l'ordinateur ne me donnait pas ce coup-là. Et pourtant, ce coup-là semble être bon. Imaginons. E6, on a le temps de revenir défendre ici.
Donc s'il pousse, c'est simple, on joue ça. Et s'il joue ça, eh bien, c'est... alors là, je vois tour D8 qui est possible pour venir défendre à temps. Mais je pense même que tour D2 peut être jouable. Et ça complique drôlement la position. Roi F2. Pousser. C'est perdu. Dame. Faut quand même se... Ah non, il y a tour 2. Attention. Tour 2. Il y a tour 2 qui tient. Donc c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Ici, roi D3. Tour prend D2 échec, puis on prend. E7. Dame. Dame. Ça gagnera certainement, mais encore une fois, c'est compliqué. Encore une fois, c'est compliqué. Je pense à Dame C2 échec. Roi F1 peut-être. Vous voyez que s'il y a un gain, il n'est pas évident. Hein. Il faudrait peut-être essayer de venir ici pour essayer d'échanger les dames là. Mais encore une fois, on va retomber dans une finale de pion, certes gagnante, mais il faudra bien jouer. Gagnante d'ailleurs, j'en suis même pas forcément sûr. Non. C'est clair que c'était pas comme ça qu'il fallait jouer. Il fallait pas jouer tour D2 ici. Sur tour 2, il fallait revenir en D8. Voilà. Donc là, on peut jouer E7, tour E8, roi F2, et là, roi D3, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, il y a des échecs. Beaucoup d'échecs. Cela dit, les échecs ne donnent rien, et je vais vous expliquer l'idée. Pourquoi ça donne rien? Parce que, avec ce plan-là, eh bien, on gagne des temps avec les noirs. Donc, les échecs ne donnent rien. Donc, c'est pas les échecs, c'est pas un bon plan. Et il y a un autre plan qui... bon, on peut jouer tour échec une fois, mais après roi D2, le problème c'est que... c'est juste une question, tour E2, roi C1. Ah! Donc le roi bloque la case naturelle de promotion du pion, évidemment. Donc on n'a pas vraiment perdu un temps avec les blancs. Qu'est-ce qu'on joue justement avec les blancs là? Si roi F3. Roi D1, tour E6. Est-ce que ça va gagner ça? Est-ce que pour vous ça gagne? C2, tour échec. Roi E1, mais il y a tour ici. Et la position passive de cette tour en E8 nous empêche de gagner. Donc, tout à l'heure, je faisais fausse route quand je disais qu'on avait le temps de revenir et qu'il fallait jouer comme ça. Donc, tour prend B5, erreur. Tour prend B5 ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? Que peut-on jouer d'autre? On peut jouer tour E3, menaçant encore une fois un gain matériel immédiat sur le pion E5, donc qui peut être avancé en E6 par exemple, mais ça ne change rien. Est-ce que tour E2 est possible? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a C prend B2, tour prend tour et dame. On est d'accord là-dessus? Donc ça ne va pas. Donc tour E3 semble à première vue être un coup intéressant. Que peut-il se jouer après tour E3? E6 ne me paraît pas du tout intéressant. On va voir par exemple tour A2. Le problème c'est que sur tour A2, en fait, il y a tour prend. Et là, je vais vous dire une chose. Pour moi, les blancs sont en Tsugtsang. Ils sont en Tsugtsang. Parce que ici, personnellement, j'essaierai de voir s'il n'y a pas des coups comme H4 ou des poussées de pion qui sont possibles. On ne peut pas vraiment déplacer ces deux tours qui sont un peu forcément coincés ici. On veut garder ce contrôle fort
de cette deuxième rangée. C'est à peu près tout ce qu'on a avec les blancs, donc on ne va pas s'en séparer. D'un autre côté, si on veut garder ça et qu'on essaie de jouer un coup de tour, si la tour par exemple en C2 bouge, le pion peut avancer. Et si la tour en B2 va sur A2 par exemple, il y a la tour prend B5 tout simplement avec un énorme avantage pour les noirs. Donc les blancs n'ont plus de défense. Ils n'ont simplement plus de défense. Donc on va avoir une idée, allez, à peu près logique, à peu près humaine, on va dire roi F2. Tour prend E5, menace ici. Moi je pense à B6. Et sur B6, tour E6 par exemple. B7, tour E7. Avec un gain facile, puisque si les tours sont doublés sur la deuxième traverse, ils ne pourront pas être doublés sur la colonne B, tout simplement. Donc, la finale est gagnante. Alors, maintenant, à la question initiale, qui date d'il y a une demi-heure, donc je vais la remettre pour que vous puissiez revoir ça correctement. Dans cette position, vous jouez des 5 ou vous prenez un E5 ? Eh bien, vous prenez un E5. La raison est relativement facile à expliquer, c'est que ça crée une faiblesse, on le voit tout de suite. Des prend, pion prend, faiblesse ici. Des plans pour venir passer le roi si on entre en finale de pion. Si on n'entre pas en finale de pion, on peut essayer d'exploiter cette faiblesse. Toujours en essayant au maximum de créer des coups qui menacent des gains matériels. Non seulement qui sont des coups intéressants dans la position, mais qui menacent également des gains matériels avec le plan de récupérer le pion E5, de retirer ici cette fameuse diagonale très très intéressante au blanc, donc d'essayer d'échanger ce fou blanc qui est très puissant ici contre le cavalier en E7 qui fait un petit peu la grise mine ici, qui n'a pas trop de cases pour jouer. Donc on va l'échanger et puis on va pouvoir jouer sur cette faiblesse E5 plus facilement après, en rentrant dans une finale de tour par exemple, comme c'était le cas dans cette démonstration que j'ai faite avec l'entrée en finale. Voilà, donc vous avez la réponse, maintenant elle est très simple. Faut-il ou non rentrer dans une finale de pion? Est-ce qu'il faut transposer ou est-ce qu'il faut rester dans une partie? Si vous avez la possibilité d'attaquer un point faible adverse, ou de créer une faiblesse chez l'adversaire et peut-être après un échange intéressant de pouvoir exploiter cette faiblesse, ou en tout cas de pouvoir menacer de l'exploiter, eh bien, n'entrez pas en finale. Gardez les pièces en jeu et essayez au maximum de mettre la pression sur l'adversaire tout en choisissant, quand vous avez un doute, la plupart du temps, en choisissant les coups qui peuvent créer des attaques immédiates. Comme ça, vous gagnerez des temps. Et même si le coup n'est pas forcément bien meilleur, le simple fait de gagner un temps, c'est déjà très très fort. Bien évidemment, si l'adversaire n'a pas une réponse appropriée qui lui permette d'améliorer sa position. Donc ça, c'est du calcul. Mais ça, c'est inhérent à chaque position. Chaque position est différente. Et là-dessus, je ne peux pas donner d'idée générale. Donc essayez de jouer sur des attaques directes pour placer vos pièces de façon active et d'essayer d'exploiter au maximum les faiblesses adverses. Grâce à des plans. Là, le plan, il est simple. Stratégiquement, l'idée générale, elle est simple. Capturer le pion E5. C'est le plan vraiment bon. N'importe qui peut voir que E5 c'est une faiblesse. Ce pion est certes passé, mais il n'est pas protégé. Et il semble que des pièces noires puissent attaquer relativement rapidement. Donc il faut essayer de trouver le meilleur plan, la meilleure idée, les meilleurs coups, les coups qui laissent le moins de possibilités intéressantes à l'adversaire, tout en venant menacer ce pion de façon à le capturer après de manière forcée. Voilà. Donc là, vous avez gagné déjà quelques points Hello, parce que vous avez compris une chose que, honnêtement, en partie, même beaucoup de joueurs à 2200 ne comprennent pas. Et c'est très difficile, c'est très compliqué. Alors après, bien évidemment, il faut relativiser. C'est sûr que les positions sont souvent très compliquées. Hein. Plus le niveau est élevé, plus les positions sont compliquées. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a énormément d'erreurs à ce niveau-là et que très souvent, les joueurs entrent en finale alors qu'il aurait mieux valu garder les pièces sur l'échiquier et essayer d'exploiter des faiblesses qu'ils pouvaient créer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
J'espère qu'elle a été instructive pour vous, qu'elle va vous aider dans vos prochaines parties, qu'elles soient en compétition ou sur Internet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou directement en message privé, hein. J'y répondrai le plus vite possible. Quant à moi, je vous souhaite donc de rapides progrès et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.